Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la suite des deux précédentes vidéos sur l'idéologie de gauche et je vais vous parler cette fois-ci de son antithèse, c'est-à-dire de l'extrême droite. Avant toute chose, je voudrais remercier les tipeurs pour leurs dons en particulier, pour leurs messages aussi et donc pour leur soutien qui me permettent de faire ces vidéos. Un grand merci à vous. Je voudrais aussi évidemment remercier ceux qui laissent des commentaires, qui laissent des pouces bleus parce que vous m'aidez beaucoup pareil à gagner en visibilité et vos commentaires sont tous très constructifs, que ce soit vos encouragements, vos compliments ou vos pensées, que nous soyons d'accord ou pas, c'est extrêmement intéressant pour moi de connaître votre point de vue et nos divergences. Alors merci à ceux qui prennent le temps d'écrire ainsi. Alors dans cette vidéo je vais vous passer deux extraits d'hommes politiques comme je vous l'annonçais précédemment. Je voudrais décrypter un petit peu les propos qui sont tenus, les mettre en parallèle avec l'actualité parce que c'est dans cette perspective que c'est intéressant d'expliquer l'idéologie de gauche. Et donc on va avoir Benoît Hamon et Manuel Valls et je vais vous parler de l'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite plus précisément et à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on entend donc par extrême droite? Eh bien c'est tout ce qui n'adhère pas à l'idéologie de la gauche. C'est pour ça qu'on peut trouver des catholiques tradis évidemment, parce que les conciliaires, je le préciserai je pense dans une vidéo à part et ça va faire un peu polémique peut-être, mais les conciliaires ne sont pas catholiques. C'est une religion, j'ai oublié de le préciser précédemment, c'est une religion républicaine en fait. C'est un christianisme républicain. Bref, donc on trouve les catholiques, on trouve les royalistes, on trouve en fait tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie de la gauche et tous ceux qui potentiellement pourraient constituer dans les esprits de gauche une menace pour la République. Je dis potentiellement dans les esprits parce que le Front National qui est considéré comme d'extrême droite n'est en rien une menace pour la République, parce que c'est un parti républicain qui se plie à tous les codes et qui est vraiment républicain dans son idéologie, par exemple promouvoir la laïcité. Et pour faire croire aux citoyens que la gauche est vraiment le bien, qu'elle veut leur bien, il faut brandir une menace, à contrario, pour, on peut dire ça comme ça, pousser les moutons dans l'autre sens afin qu'ils restent bien groupés, qu'ils ne s'éloignent pas trop du troupeau, qu'ils n'en sortent surtout pas, parce que ça peut être très mal et très dangereux pour eux. Il faut leur faire croire qu'il y a des ennemis, que la République est sans cesse en danger, qu'elle est toute fragile. L'État ne cesse de prendre sa température et dès qu'elle a un petit peu la fièvre, comme ça a été le cas avec les présidentielles parce que Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour, il y a cette menace donc qui est brandie comme si on retournait à l'ère potentielle du fascisme. Le fascisme, c'est un petit peu un synonyme d'extrême droite. Pour illustrer ce que je vous dis, je vous montre un extrait donc des propos de Benoît Hamon sur RTL. Je vous dis une chose très simple. Moi, je ne cherche pas à faire peur aux électeurs qui veulent voter Marine Le Pen. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas peur de Marine Le Pen. Ils n'ont pas. D'ailleurs, pour beaucoup, leur choix est déjà fait. Je leur dis juste une chose. L'extrême droite, quand elle a été portée au pouvoir par les urnes, a rarement rendu le pouvoir par les urnes. Alors tout d'abord, je voulais attirer votre attention sur les premiers mots de Benoît Hamon qui dit qu'il ne dit pas ce qui va suivre pour faire peur aux électeurs. Quand quelqu'un dit qu'il ne dit pas quelque chose et vous sort ensuite une phrase à l'affirmative, ça veut dire qu'il cherche à insuffler cette idée dans votre esprit tout en se dédouanant, tout en ne voulant pas passer pour un manipulateur, mais c'est de la manipulation pure. En littérature, ça s'appelle une prétérition, c'est-à-dire qu'on annonce qu'on ne va pas dire quelque chose que l'on dit finalement. Et quand bien même la personne ne le penserait pas, vous doutez bien que le fait de prononcer ces mots va créer dans votre esprit une image, une pensée, et que vous allez enregistrer ces mots. Vous êtes susceptible de mieux écouter parce que vous dites il va y avoir un message important qui est pour mon bien. C'est un message dans mon intérêt. Donc, et vous allez forcément associer le fait de prononcer le mot peur et Marine Le Pen et extrême droite, ça va créer une association dans l'esprit des gens qui vont donc se dire que l'extrême droite ou les FN doit faire nécessairement peur. Ils vont y réfléchir, ils vont le percevoir comme ça, même
même si c'est déjà le cas dans l'opinion publique. Mais on va dire que ça va renforcer la position. Et ça va de pair avec la suite de sa phrase, parce qu'il nous dit que l'extrême droite, quand elle a pris le pouvoir, donc elle ne l'a pas rendu par les urnes. Déjà, c'est complètement incohérent comme phrase, en France en tout cas, il n'y a aucune précision, ça ne veut rien dire. Et surtout, dans le titre 2, article 6 de la Constitution, il est bien précisé que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel. Donc comment voulez-vous que l'extrême droite, le Front National en l'occurrence ici, ne rende pas le pouvoir qu'elle a eu par les urnes, qu'elle aurait eu par les urnes, qu'elle ne le rende pas dans 5 ans lors d'une prochaine élection? Alors vous me direz, certes, on peut réviser une constitution, mais là c'est extrêmement compliqué. Vraiment, ils ont, on va dire ça très simplement, ils ont, après ce qui s'est passé avec le gouvernement de Vichy, ils ont vraiment verrouillé, on va dire, la constitution républicaine à la France, et il faudrait l'accord des 2 assemblées, donc ils voteraient la révision à la majorité des 2 tiers, ce qui est quasiment impossible à obtenir pour une telle disposition. Donc forcément, mais qu'elle le veuille ou non, l'extrême droite, si elle était au pouvoir par les urnes, sous la République, rendrait forcément 5 ans plus tard le pouvoir par les urnes. Après, si les électeurs sont satisfaits et qui votent à nouveau pour le Front National, en admettant que ce parti eût été élu, eh bien ce serait purement démocratique. Il faut toujours se poser la question, le bulletin de vote c'est souvent la dernière arme qu'on a, le dernier pouvoir de changer son propre destin comme celui de la nation. Il y a une banalisation du FN dans cette campagne. Alors le problème aussi, c'est la banalisation de l'extrême droite. C'est un terme qui revient de manière récurrente. Parce que ce qui est banal, c'est ce qui est ordinaire, c'est ce qui est courant, c'est ce qui est normal. Et en général, est considéré comme normal ce qui fait partie de la majorité, de la norme en fait. Ce qui est intégré et admis pour la plupart des gens. Alors ici, pour ce qu'on appelle l'opinion publique. Or, si l'extrême droite devenait banale, c'est-à-dire si elle ne continuait plus à choquer, à effrayer, comme le souhaitent Benoît Hamon et les Républicains, à susciter du dégoût, de la méfiance, tout ce que les médias cherchent à distiller dans l'esprit de l'opinion publique, la République, en soi, serait menacée, parce qu'elle pourrait voir au pouvoir un parti d'extrême droite, en admettant que ce soit le Front National, mais plus seulement maintenant, puisque on considère donc l'Action française ou Civitas par exemple comme l'extrême droite, qui remettra en cause ses valeurs religieuses. Ça serait la banalisation du mal en fait. Ce serait au sein de la religion de gauche la banalisation du blasphème. Ça serait ce qu'ils appellent la division. C'est un terme qui revient constamment parce que ce serait ça la division. Ce serait, il faut le prendre quasiment au sens littéral cette fois-ci, si vous voulez, de manière imagée. La division, c'est comme une fissure dans un mur et menace un édifice. Le mur risque de s'effondrer, de s'écrouler. C'est la division du même mur en 2 parties. J'essaie de vous faire comprendre ça parce que c'est compliqué quand il nous parle toujours de division. Rappelez-vous du discours d'Emmanuel Macron que j'ai analysé précédemment, il y avait ce mot division. Je ne me suis pas attardée dessus. Mais là, le contexte vient. L'extrême droite, c'est la division, pas seulement entre les populations, entre les Français de souche et les minorités, entre les partis républicains, etc. Non. Et c'est en cela que l'extrême droite ne doit pas être banalisée, mais qu'elle doit être traitée au plus vite, qu'on doit colmater la brèche, en fait. Donner ce pouvoir-là à l'extrême droite, vous n'êtes pas certain qu'elle vous le rende un jour dans une nouvelle élection. Et donc tout est fait pour que l'extrême droite reste associée à la violence dans les esprits. Je vous mets un extrait d'une séquence de Manuel Valls qui est très révélatrice sur le sujet, on va la commenter rapidement.
Il y a de la violence en politique. Moi, je suis prêt à tout supporter, je le supporte. Mais qu'on m'accuse de racisme, d'islamophobie et de tricherie, ça suffit. C'est insupportable. C'est pour ça que je me réserve la possibilité d'attaquer aussi devant les tribunaux. Cet extrait est très intéressant parce qu'il s'agit d'une véritable profession de foi, ou plutôt d'une abjuration, bien sûr, de l'extrême droite de la part de Manuel Valls. Vous savez qu'il n'a fait que subir des humiliations successives ces derniers mois, qu'il est dans une position, et pourtant on le voit toujours réapparaître, surgir et essayer de laver en vain son honneur. Et il nous dit qu'il est prêt à tout subir, à tout endurer. Hein. C'est pour ça qu'il est toujours là quelque part, sauf d'être calomnié, c'est-à-dire d'être traité comme un partisan de l'extrême droite. Alors l'extrême droite, je le rappelle, si vous avez bien compris, n'est pas propre à ce qui est le plus à droite dans l'échiquier politique. Il existe, c'était dans un article du Point par exemple, une extrême droite arabe. Je vais expliquer pourquoi après. Je termine juste avec Manuel Valls. Et donc, il vous énumère tous les blasphèmes, donc racisme, antisémitisme, etc., dont surtout il ne veut pas être tamponné, parce que ça signifierait non seulement la fin de sa carrière politique, mais ce serait la plus grande calomnie. C'est un petit peu comme sous la terreur lorsque on vous traitait de contre-révolutionnaire. C'est exactement la même chose en fait. Donc Manuel Valls est prêt à subir tout et n'importe quoi. Il y a de la violence, dit-il. Mais ça, c'est absolument insoutenable pour lui parce que on remet en cause sa foi dans la religion républicaine, vous voyez, dans les valeurs de la République. C'est aussi pour ça que vous les voyez toujours revenir malgré quelque part les claques politiques qu'ils se prennent. C'est pas seulement parce qu'il y a une violence dans ce milieu, c'est parce que tant qu'ils n'ont pas été évincés du grand échiquier républicain, ils sont toujours valides. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent détourner des milliers d'euros, ils peuvent même commettre des crimes en fait. Ils peuvent être condamnés par la justice. Mais ils sont toujours comme des êtres purs idéologiquement, purs pour la gauche, tant qu'ils ne sont pas souillés par le péché irréversible, impardonnable de l'extrême droite. Et je vous disais, l'extrême droite, donc, c'est pas seulement ce qu'il y a de plus à droite en théorie sur l'échiquier politique. Il y a une extrême droite arabe, on parle, etc., voilà, des extrêmes droites européennes. Pourquoi? Parce que, en fait, l'extrême droite, ça consiste à aimer sa patrie, son pays. Je vous mets donc un parallèle entre des articles de différents journaux que j'ai relevés où il y a le terme extrême droite qui est associé à un autre mot, que ce soit violence, que ce soit guerre, que ce soit racisme, etc., pour choquer les consciences, et un extrait de film que vous allez tout de suite reconnaître. C'est exactement le même effet qui cherche donc à être produit sur les esprits. Struggling, fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields, fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the dark armies. The dark, murdering armies of Eurasia. In the barren deserts of Africa and India, on the oceans of Australasia, courage, strength and youth are sacrificed. Sacrificed to barbarians whose only honor is atrocity. But even as we grasp at victory, there is a cancer. An evil tumor growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Nothing the party does is good.
Une chose flagrante déjà, c'est que comme vous le voyez, on vous prend toujours par l'émotion pour vous persuader, jamais par la raison. J'entends par là la raison réelle, hein, pas celle des philosophes des Lumières qui est complètement autre chose, je l'avais un peu expliqué avec Kant. L'émotion, c'est facile de manipuler une masse en fait. Pourquoi? Parce que le cerveau est atrophié. Tout est fait pour que l'on cesse de penser, que nos pensées rencontrent des obstacles. Par exemple, vous vous baladez dans les couloirs du métro, vous voyez déjà des publicités absolument partout. C'est un viol de la pensée, je crois, comme disaient Simone Veil et Henri de Mans dans les années 50. Et par exemple, j'ai vu hier en me promenant une publicité, alors je ne sais plus quelle marque de bière, qui disait « le brassage c'est ce qu'il y a de meilleur ». Donc vous voyez très bien qu'il y a un jeu de mots sur bien sûr le brassage ethnique. Mais bon, comme c'est une bière, évidemment, on peut jouer là-dessus. Ça fait passer une idéologie, et d'ailleurs qui est considérée comme bien, donc c'est une bonne publicité. Si la publicité avait dit le contraire, si ça avait été possible pour vendre son produit, elle aurait été probablement censurée. Et vous êtes comme ça envahi, plus ou moins subtilement, à votre insu, consciemment, inconsciemment, partout, que ce soit de manière visuelle, de manière auditive aussi, avec la radio qui est passée dans tous les centres commerciaux, dans les lieux publics, etc. La pensée est violée en fait, c'est vraiment le viol des foules, hein, comme disait Serge Chaikin. Et donc c'est dans l'émotion, parce qu'on tue notre capacité à réfléchir, on tue volontairement nos intellects, que ce soit aussi dans des jobs, dans des emplois plus ou moins abrutissants qui nous laissent déjà absolument plus de temps pour penser, ou qui ne font pas appel à notre capacité de réflexion, parce que les tâches deviennent de plus en plus automatiques. Et donc dites-vous que le cerveau c'est comme un muscle, moins vous l'utilisez, plus il va se rétrécir, enfin il va pas rétrécir physiquement, mais moins vous allez réussir à utiliser vos capacités, plus vous allez perdre ce que vous avez acquis, en fait moins vous allez développer vos différentes intelligences. Et vous allez vous contenter peut-être du minimum si vous n'avez pas à la base un fonctionnement qui est comme une machine qui n'arrête pas de tourner, qui a besoin de nourriture intellectuelle. C'est vital pour se substanter, sinon vous devenez radicalement fou, parce que ça va à l'encontre de votre nature même en tant qu'être. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup d'avantages à fonctionner comme ça, il y a aussi beaucoup de souffrances. Et la société est créée pour que les gens ne fonctionnent surtout pas comme ça aussi, même à la base. Par exemple, la plupart des gens qui rentrent du travail vont se coller devant la télévision et avaler, ingérer pour se détendre la propagande. Qu'est-ce qu'ils vous disent, la plupart des gens qui rentrent du travail le soir, qui sont exténués, qui ont fait une tâche répétitive toute la journée, donc ils n'ont eu aucune pensée constructive en fait? Eh bien ils vous disent: oh, je suis fatigué, je ne veux plus penser, je veux me déconnecter devant la télévision, devant un film. Seulement tous les films, vous le savez, sont des propagandes idéologiques, plus ou moins bien recouvertes pour que ça passe. Et donc vous voyez que le cerveau ne travaille plus, il n'y a plus cet esprit critique, exactement comme dans la masse des travailleurs du parti qui doit aller faire ses 2 minutes de haine quotidienne en se regroupant. Nous, on nous les fait faire plus ou moins devant la télévision, aux actualités, ou lorsque vous lisez votre journal, voilà, si vous en lisez un, des journaux de gauche, pardon, et vous êtes censé ressentir ces émotions qui vous coupent toute réflexion. Et vous imaginez une masse d'hommes, l'homme de masse en fait, qui fonctionne uniquement par l'émotion. Il est manipulable comme un jouet, c'est d'une facilité mais déconcertante. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Quand vous avez une emprise émotionnelle sur une personne, que ce soit dans une relation par exemple amoureuse, eh bien vous pouvez faire à cette personne absolument tout ce que vous voulez, par les sentiments, ou parce que vous la placez dans un état d'esprit. C'est ce que font les pervers narcissiques. Ils vous donnent l'impression que vous n'êtes jamais à la hauteur et que vous devez leur prouver votre propre valeur en permanence. Et donc vous allez vous épuiser parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. Et c'est volontaire, hein, c'est un jeu. D'ailleurs, ils l'annoncent toujours eux-mêmes. Eh bien, c'est exactement le même procédé avec la société et avec la République.
et vous êtes toujours potentiellement soupçonné d'être d'extrême droite. C'est aussi pour ça qu'il y a cette honte inhérente à l'extrême droite, à l'idéologie qui n'est pas républicaine. Il faut avoir honte de vouloir le mal de la République. Il faut avoir honte de ne pas se joindre au troupeau pour fustiger l'extrême droite. Il faut avoir honte de ne pas prendre un air de dégoût ou un air très choqué si vous entendez des propos racistes ou si vous devez vous-même parler du Front National, comme c'est le cas de certains professeurs d'université, en sciences politiques, dès qu'ils parlent des droites, etc. Vous voyez leur visage qui se crispe, on dirait qu'ils ont mordu dans un citron. Alors je me demande à ce stade si c'est vraiment parce que c'est leur conviction profonde qui s'exprime sur leur visage, ou si c'est vraiment le masque qu'il faut porter comme dans le roman de George Orwell 1984 pour se dédouaner de tout soupçon. C'est en ça qu'on est dans une sorte de régime totalitaire, vous voyez? Questionnez les gens, forcez-les à réfléchir, à s'interroger sur le monde, à s'interroger sur ce qu'on leur dit, à critiquer. Eh bien, ils vont être plus ouverts parce que vous ne leur imposez rien d'emblée, mais vous venez les questionner, vous venez les perturber, vous venez les inquiéter dans leur zone de confort gauchiste en fait. C'est comme ça que ça marche. Il faut nécessairement y aller petit à petit, pas à pas et tout doucement, et pas aller braquer ni brusquer les gens. Parce que il faut bien comprendre le lavage de cerveau qu'ils subissent au quotidien. Si les gens font confiance aux médias et pensent que ce que les journalistes disent est objectif et neutre, ainsi qu'on nous l'enseigne à l'école, je m'en souviens très bien, moi c'est ce qu'on nous disait, vous ne pouvez pas arriver d'un coup et dire c'est n'importe quoi. Si on vous demandait qui vous êtes pour contredire les grands prêtres de la pensée. Donc il faut y aller petit à petit. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous présenter un blog que je mentionne très souvent et qui est extrêmement intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le blog Dégauchisez-vous. Alors déjà, c'est de là que je tiens l'expression dégauchiser, dégauchisation, c'est de là que je le reprends. Ce blog est extrêmement intéressant parce que c'est une mine d'informations dans laquelle vous pouvez aller puiser. Parce que vous avez des citations, vous avez des vidéos, vous avez des sources, vous avez des extraits d'articles classés par thème. Et si vous manquez d'arguments pour appuyer vos propos, pour citer des auteurs, pour faire autorité, c'est comme ça, pour justifier donc ce que vous dites, vous pouvez aller chercher ce qui correspond à l'idée que vous voulez exprimer ou faire passer auprès de quelqu'un, ou même conseiller un ouvrage, un article, une vidéo. Vous trouvez, en fait, c'est presque comme une compilation, une base de données de sources, en fait, où vous allez trouver ce qui correspond précisément au point de la pensée de gauche que vous souhaitez attaquer, entre guillemets. C'est un blog qui comprend à la fois donc des articles qui compilent des citations sur différents thèmes tels que la falsification du réel, la liberté d'expression, l'extrême droite, la République, le clivage gauche-droite, etc. La liberté aussi tout court. Et c'est aussi un blog qui contient des articles beaucoup plus personnels, beaucoup plus, je pourrais pas dire, travaillés de manière personnelle par quelqu'un qui écrit, qui est une personne extrêmement intéressante et assez exceptionnelle, qui cherche avec des mots simples à faire comprendre aux esprits qui soient à la fois de droite authentique, plus ou moins de droite, ou de gauche qui découvre ce blog par hasard avec une recherche, alors faire comprendre vraiment le mécanisme de manipulation et de falsification du réel que la gauche opère dans les esprits à leur insu. Parce que on provient souvent d'un milieu de gauche, on n'a pas eu conscience d'avoir été, entre guillemets, lobotomisé, et on en est sorti. Mais on a toujours en nous quelque part des sortes de racines de gauche, ou une sorte de pensée dont on ne s'aperçoit même pas tellement on les a intégrées, on les a ingérées. C'est limite, c'est comme les pesticides en fait. Quand on mange des fruits et des légumes, il paraît quand on analyse un cheveu humain, même d'un enfant, on trouve plus de 40 pesticides différents, on les trace dans le corps. Dis-donc, c'est un peu la même chose avec la gauche. Donc même si vous pensez complètement dégauchisé, pour reprendre le mot, il y a peut-être des nuances que vous ne saisissez pas ou que vous avez du mal à comprendre, comme tout ce qui concerne l'idéologie, la spiritualité de gauche, la religion de gauche. En général, c'est la dernière étape.
parce que plus vous remontez aux causes, plus vous allez être forcé de voir que la cause première de la gauche, c'est le clivage Dieu-Satan, hein, tout simplement. Et là, ça vous paraît peut-être très choquant si c'est dit comme ça, on passe pour un fou quelque part. Alors, c'est en ça que ce blog est bien, c'est que il détricote petit à petit tous ces nœuds, tous ces embrouillis qu'on a dans la tête et dans quoi on a baigné surtout. Je vous le conseille, partagez-le. Partagez-le, c'est vraiment important, faites-le connaître, consultez-le ou conseillez-en des parties, que ce soit un article, une vidéo, une citation à vos amis aussi pour les faire réfléchir. C'est comme ça qu'on va avancer. Merci d'être là, merci encore pour votre soutien. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos en lisant les retours que vous m'envoyez, vos commentaires. C'est extrêmement motivant, vraiment merci. Je vous dis à très bientôt pour, je pense que je vais faire une vidéo foire aux questions prochainement, ou alors je ferai une biographie sociologique et politique comme on m'a demandé. À très bientôt.